Masechet Shabbat, Daf Tzadikhet. On va commencer par les 10 dernières lignes de Tzadik Zayin Amud Bet. La Gemara commence par le mot Pshita. Pshita, ça veut dire que c'est une évidence, un sujet que la Gemara va introduire par le biais d'une halakha qui paraît évidente, mais ensuite, elle va nous enseigner quelque chose qui est moins évident. Répétons. Pshita, nitkaven lizrok shmone, vezarak arba, hare katav, shem mishimon. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si quelqu'un a lancé un objet dans le Reshut Harabim, dans le domaine public, on n'a pas le droit de déplacer un objet sur une distance de 4 coudées. Moins de 4 coudées, c'est permis. 4 coudées, c'est une melacha asura minatora. Ça s'appelle Ma'avir Arba Amod Birshut Harabim. Ou Zorek Arba Amod Birshut Harabim. Halacha le Moshe Misinai, que c'est assour. Quel est le din si quelqu'un avait l'intention de lancer l'objet pour qu'il arrive à Shmone Amot, qu'il atterrisse à une distance de 8 coudées. Mais finalement, il n'a fait un parcours que de la moitié. Arba Amot. Minatora, la melacha, déjà de Arba Amot, ça s'appelle une melacha. Mais nous savons que Shabbat, l'intention est considérée comme importante, et très importante. Alors là, ce monsieur, est-ce qu'on peut considérer qu'étant donné que sa volonté était de 8 coudées, et que finalement il n'y avait que 4 coudées, alors il est patour? Ou bien non? Après tout, il a quand même fait ce que l'on peut qualifier de melacha. Alors la Gemara dit oui, ça s'appelle melacha. Pourquoi? La Gemara cite comme référence une autre melacha, qui est celle de l'écriture. Katav Shem Mishimon. Quelqu'un voulait écrire Shimon, et finalement il a écrit Shem, Shin Mem. On sait que Hakotev Shete Otiyot, celui qui a écrit 2 lettres, c'était sa volonté, et bien il a enfreint l'interdit d'écrire. Il a fait la melacha de Ktiva et Shabbat, Hakotev Shete Otiyot. Quelqu'un qui, par exemple, voulait écrire un mot qui, par exemple, A'arich, je vais rallonger. Et après, il a écrit Aleph, Aleph. Ça ne veut rien dire. Aleph, Aleph ne veut rien dire. S'il n'a pas écrit A'arich, eh bien, il a écrit 2 lettres, c'est vrai, mais 2 lettres qui n'ont aucun sens. Il est patour. S'il voulait écrire Aleph, Aleph, c'était sa volonté, alors il est chayav. Mais si sa volonté c'était d'écrire A'arich, et après avoir écrit 2 lettres, il y a quelqu'un qui l'a appelé, et il s'est arrêté au milieu du travail, au milieu de l'écriture, il est patour. Car Aleph, Aleph, ça ne veut rien dire. Mais s'il voulait écrire Shimon, et il a écrit Shem, Shin Mem, eh bien, à Kotev, Shem Mishimon, Hayav. Bien que, initialement, il voulait écrire un mot tout entier, alors tu vas me dire, c'est comme quelqu'un qui a voulu écrire comme A'arich, il n'a écrit que Aleph, Aleph, on a dit patour. Alors quelqu'un qui voulait écrire Shimon, il n'a écrit que Shin Mem, mais tu vas dire aussi patour. La halakha, elle est que non. Il y a une différence entre Aleph, Aleph et Shin Mem. Aleph, Aleph, ça ne veut rien dire. Shin Mem, c'est un nom. Shem. Shem, comme Shem Ben Noah. Ou le Shem. En tout cas, ça a un sens. Bien que
initialement, il voulait écrire un mot plus long, étant donné que le peu qu'il a écrit correspond à une mélacha entière, de Hakotev Shete Otiyot, alors il est chayav. La Gemara veut dire qu'au même titre, celui qui voulait lancer un objet sur une distance de 8 coudées, et finalement il n'a lancé que sur une distance de 4 coudées, il est tout de même chayav. Pourquoi? Car initialement, la mélacha, à l'origine, elle est de 4 coudées. C'est ça la mélacha. Après, qui peut le plus, peut le moins. Mais ce moins-là, ce Arba Amot, ça correspond à quelque chose. Ainsi, le Shin même sur Shimron, ça correspond à quelque chose. Alors, relisons. La Gemara dit, Pshita, nitkaven lizrok shmone, vezarak arba, hare katav, shem mishimron. Rabotai, c'est assez rarissime de voir une Gemara de cette sorte. Pourquoi? D'habitude, quand la Gemara dit Pshita, elle introduit un sujet, d'abord par des halachot évidentes, et ensuite, elle nous enseigne quelque chose qui est moins évident. Eh bien, ce qui est évident est évident. Eh bien, figurez-vous que tout à l'heure, on va arriver à une conclusion inverse. Et la Gemara va dire que non seulement que ce n'est pas évident ce qu'on vient de dire, mais c'est même faux. Vous allez voir. C'est très rare dans le chasse que l'on dise sur quelque chose pshita et que finalement la Gemara revient là-dessus et elle va dire que non seulement que ce n'est pas pshita, mais c'est faux. Alors allons-y. Ça c'est évident. Après, la question, nitkaven izrok arba vezarek shmona mahu. Maintenant, si c'est le contraire, il voulait lancer que Arba Amot et ça n'a pas atterri là où il souhaitait, au Arba Amot. Ça atterrit plus loin. Ça atterrit Shmone Amot. Mi Amrinan Ha'apikle. Est-ce qu'on va dire, après tout, voilà que l'objet a été déplacé au-delà du shi'ur requis, c'est-à-dire au-delà de 4 coudées? Qui peut le plus, peut le moins. Au dilma, hechadebae, halona. Ou bien on va dire que ce monsieur n'a pas atteint son objectif. Il souhaitait que ça atterrisse à 8 coudées et ça n'a atterri qu'à 4 coudées. Eh bien, il voulait que ça atterrisse à 4 et ça atterrit à 8. Donc, sa volonté ne s'est pas réalisée. Donc, il serait pas tour. Il a voulu 4 et c'est parti à 8. La Gemara répond Amarle Velav Haïnu de Amarle Ravina le Rav Ashi Ve Amarlo Kol Makom Shetirtse Tanouah. La Gemara dit dans le sujet précédent, ce qu'on a appris juste avant, n'est-ce pas? Nous on l'a étudié vendredi, mais là aujourd'hui, on rebondit là-dessus. La Gemara avait dit que si quelqu'un a lancé un objet du Reshut à Yahid au Reshut à Rabim, et dans le Reshut à Rabim, ça n'a pas atterri immédiatement en sortant du Reshut à Yahid. Ça a survolé le Reshut à Rabim au-delà de 4 coudées. Et ensuite, ça a atterri. On avait vu qu'il est Chayav Shtaim, d'après Rabbi Yehuda. Et on avait dit pourquoi Chayav Shtaim? Chayav Shtaim, uniquement dans la mesure où il a dit Kol Makom Shetirtse Tanouah. Ça veut dire que l'homme voulait que cet objet atterrisse n'importe où. Ici, là-bas. Alors là, on considère comme ça. En sortant du Reshut Yahid, il y a eu Kluta Kemishu Chadamia. Puisque Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Akiva, Kluta Kemishu Chadamia. Alors, comme si ça avait atterri dès que c'est rentré dans l'atmosphère du Reshut Rabim.
Ensuite, de là-bas, ça a rebondi et ça a parcouru Arba Amot. Alors, il y a ici deux Melachot, Hotza'a et Avara. Deux Melachot. Mais c'est seulement s'il avait dit ça. Kol makom shetirtse tanouah. Mais dans la mesure où il a dit non, je voudrais que ça atterrisse là-bas, au-delà des 4 coudées, eh bien on dit, il n'y a que Hotza'a. Il n'y a pas eu deux Melachot. Hotza'a, du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, et une distance parcourue de Arba Amot, Ha'avara. Il n'y a pas eu deux actions, il n'y en a eu qu'une seule. Alors qu'est-ce qu'on dit? Il est chayav qu'un seul korban. Quand est-ce qu'il serait chayav de deux korbanot? Que dans la mesure où il a dit Be'omer, kol makom shetirtse tanouah. Là où ça va atterrir, c'est ma volonté. Alors là on dit ça atterrit d'abord en sortant, immédiatement dès que c'est rentré dans le Reshut HaRabim, et ça rebondit, ça fait encore Arba Amot. Mashma, la Gemara fait un sous-entendu, déduction. Sous-entendu que si l'homme ne voulait pas que ça atterrisse n'importe où, mais il voulait un lieu spécifique, alors tout ce qui s'est fait en dehors de sa volonté n'est pas considéré comme tel, n'est pas considéré comme une mélacha. Donc, la Gemara dit, voilà pareil. Qu'est-ce que tu as dit? Cet homme voulait lancer que ça arrive Arba Amot, que ça arrive avec Arba Amot, et ça fait Shmoné. Eh bien, la Gemara dit, ça ne marche pas. Il n'est pas tour. Pourquoi? Quand est-ce qu'il serait chayav que s'il avait dit, peu importe là où ça atterrit, mais s'il ne dit pas ça, il dit, moi je voulais A et j'ai eu B, eh bien, il n'y a pas eu de volonté de cette action. Pas tour. Rashi, première des grandes lignes. Mais s'il n'avait pas dit ma volonté, c'est que ça atterrisse n'importe où, il n'aurait pas été chayav. Il serait chayav que si ça atterrit là où il le souhaitait. Eh bien, même dans notre cas à nous, dans les deux cas, Betarvaïhu, Miftar, il n'est pas tour. Loshna nitkaven izrok shmone vezarek arba, Loshna zarek arba, Loshna l'izrok arba vezarek shmone pas tour. Maintenant, la Gemara revient en arrière et elle dit, dans les deux cas, il n'est pas tour. Qu'il ait voulu plus, il a eu moins. Qu'il ait voulu moins, il a eu plus. Eh bien, pas tour. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Nitkaven izrok shmone vezarek arba. Ou nitkaven izrok arba vezarek shmone. Pas tour dans les deux cas. Preuve, c'est qu'on a dit que dans le cas précédent de Rabbi Houda, quand est-ce qu'il serait chayav shtaim? Que s'il avait dit kol makom shetirtse tanouah. Mais sinon, il serait pas tour. Par rapport à la Havara, il va être chayav que pour la Hotza'a. Ouais, ça veut dire que le minimum c'est 4. Alors, maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que la Gemara plus haut, elle nous a dit Hare katav shem mishimon. Là, il y a ici une incohérence. Au début, tu m'as dit pshita, qu'il est chayav. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit 2 lettres significatives, qui ont une signification, alors qu'il voulait initialement en écrire combien? Plusieurs Shimon. Il voulait écrire Shimon, n'a écrit que Shem. Alors il est chayav. Pareil, il voulait lancer à 8, il n'a écrit que 4. Pardon, il n'a lancé qu'à une distance de 4. Mais il voulait lancer à une distance de 8. Eh bien, 4, c'est déjà considéré comme Shem
Mishimon et il est chayav. Or maintenant nous venons de dire que c'est faux. On vient de dire que il n'est pas tour. Alors quelle est la différence entre les deux melachot? Entre Shem et Shimon, où il est chayav quand il a écrit Shem, et Arba Amot, de parcours, quand ça atterrit après Arba Amot, tu me dis qu'il n'est pas tour, parce que ça atterrit là où il ne souhaitait pas. Ça atterrit ailleurs que là où il souhaitait. Il voulait 8, il a fait 4, tu me dis pas tour. Il n'est chayav que s'il avait dit Kol Makom Shetir Tzet Anoar. Quelle est la différence entre les deux melachot? Entre l'écriture et le déplacement d'un objet. La Gemara explique comme ça. Vedeka Amart, et l'argument que tu avais avancé, Harikatav Shem Mishimon, tu as dit que celui qui a lancé 4 amot, c'est comme s'il avait écrit Shem Mishimon, Midami. Est-ce que c'est comparable? Hatam, là-bas, Kama deloktiv Shem, lomirtiv le Shimon. Hacha, Kama delozarik arba, lomizdar kele tamne. Dans l'écriture, ça se fait progressivement. On écrit chaque lettre séparément. Car pour écrire un mot, il faut écrire une lettre, et encore une lettre, et encore une lettre. Donc tu es obligé de faire ça de manière fragmentée. Chaque lettre, c'est une entité à part. Et ensuite, quand tu arrives à 2 lettres qui ont un sens, tu dis, ça y est, la mélacha, elle est complète. Hayab. Tandis que lancer un objet, si tu veux 8 coudées, c'est un seul jet. Si tu veux 4 coudées, c'est un seul jet. Mais ce sont 2 parcours totalement différents. Ça veut dire, ce sont 2 actions totalement différentes. C'est ou bien ça repose et ça atterrit à une distance de 4 coudées, ou ça atterrit à une distance de 8 coudées et ça ne s'arrête pas à 4 coudées. Car la mélacha, une mélacha entière, c'est lorsque ça atterrit. Est-ce que ça a besoin d'atterrir à 4 pour atterrir à 8 coudées? Pas du tout. L'atterrissage à 8 coudées ne requiert pas atterrissage à 4 coudées. Or, la mélacha, c'est quand ça atterrit. Dans l'écriture, tu as une écriture entière d'un mot entier, Shem Mishimon, mais le Shem, il fait partie de Shimon. Car tu ne peux pas écrire Shimon si tu n'as pas écrit Shem. Alors, en effet, c'est une mélacha dans une mélacha. C'est un état dans l'état. Mais par contre, les arba'a par rapport à Shmoné n'est pas du tout nécessaire. C'est faux ce que tu as dit. De comparer la mélacha de Hotsa'a, de Avara Arba'amot, à l'écriture. L'écriture, ça se fait progressivement, et tu es obligé de passer par le Shem pour arriver à Shimon. Tandis que pour arriver à un atterrissage de Shmoné, tu n'as pas besoin de passer par l'atterrissage de Arba Amot. Donc aucun rapport. C'est la raison pour laquelle je te dirais, bien que Shem et Shimon Hayav, mais Arba Amot, au lieu de Shmoné Amot, Patour. Tanour Rabanan, nouvelle Baraïta. Hazorek, Mirshut Arabim, Lirshut Arabim, Urshut Ayahid Ba'emtsa, Arba Amot Hayav. Pachot me Arba Amot Patour. Maïka Mashmalan, Haka Mashmalan, Reshuyot Mitztarfot, Velo Amrinan, Kluta Kemishuna Hadamia. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a là, dans cette baraïta, un très bel enseignement. Quel est le din si quelqu'un est Zorek Arba Amot Birshut Arabim, Lirshut Arabim, Urshut Ayahid Ba'emtsa? C'est-à-dire, imaginons par exemple, vous avez une colonne qui fait 10 coudées de haut et une surface de 4 par 4. Ça se trouve dans le Reshut Arabim. On a déjà appris plusieurs fois que au-dessus de cette colonne, ça s'appelle comment? Non, Reshut Ayachid. Un Reshut Ayachid, c'est aussi, entre autres, à part les espaces clôturés, à part les maisons,
nous avons aussi une colonne tout simplement. Une colonne qui fait 10 tfachim de haut, avec une surface de 4 par 4 tfachim de large, ça s'appelle Reshut HaYachid. Quelqu'un qui prendrait un objet du Reshut HaRabim, il pose dessus, Chayav. Maintenant, quel est le din si par exemple, j'avais un objet, j'étais dans le Reshut HaRabim, entre moi et la colonne, il y avait 2 coudées. D'accord? Ensuite, moi j'ai lancé l'objet et il a atterri derrière cette colonne au-delà de 2 coudées. Donc il a fait 2 coudées avant Reshut HaYachid et 2 coudées après Reshut HaYachid. Qu'est-ce qui sépare entre eux? Le Reshut HaYachid. Est-ce qu'on va associer, additionner 2 plus 2 égale 4 ou pas? La Gemara dit oui. S'il y a 2 coudées avant le Reshut HaYachid et 2 coudées après le Reshut HaYachid, eh bien c'est additionnable, c'est associable. Je répète. Les 2 dernières lignes. Hazorek mirshut harabim, lirshut harabim, celui qui lance d'un Reshut HaRabim au Reshut HaRabim, urshut HaYachid ba'emtza, et au milieu, il y a un Reshut HaYachid qui sépare, Arba Amot, et l'addition des 2 plus 2, ça nous donne Arba Amot, ou bien 3 plus 1, n'est-ce pas? Peu importe. Le principal, c'est que tu peux arriver à un total de parcours de Arba Amot Birshut HaRabim. Chayav, bien qu'il y ait eu Reshut HaYachid au milieu, c'est Chayav. La Gemara dit Pachot me Arba Amot, par contre, la Braïta elle-même, elle dit Pachot me Arba Amot, si en additionnant les 2 parties avant et après Reshut HaYachid, on a moins que Arba Amot, alors il est patour. Vous avez entendu ici 2 phrases. Première phrase, Hayav, que si en additionnant les 2 Reshut HaRabim, on a le shiur de Arba Amot. Deuxième phrase, c'est de dire que si on n'a pas les Arba Amot, en additionnant, patour. Est-ce que c'était nécessaire de nous le dire? Mais si tu m'as dit qu'il faut additionner, alors j'ai compris que si tu n'as pas additionné, patour, d'accord? Alors, Maïkamash Malad, la Gemara demande quel est le chidouche. Ni au début, ni à la fin, il y a du chidouche. Au début, tu me dis si Arba Amot, Chayav. Boker Tov. Reshut HaRabim, Arba Amot, Chayav. Deuxième question, tu me dis si il y a moins de Arba Amot, il est patour. Boker Tov, ça aussi on le sait. Moins que 4 Amot, patour. Hakamash Malad. Il y a ici 2 chidushim. Uno, Reshuyot mitztarfot. Premièrement, c'est de dire que les Reshuyot sont mitztarfot. C'est-à-dire, ici, on n'avait pas Arba Amot d'un trait. On avait 2 Amot et 2 Amot avec une séparation de Reshut HaYachid. On aurait pu penser que la halakha est comme Rabbi aussi. Rappelez-vous, on avait appris dans Daf P mahloket entre Chachamim et Rabbi aussi à propos de quelqu'un qui avait pris par exemple un demi-grogueret, le volume de la moitié d'une figue. Au niveau alimentaire, on a dit que ça ne s'appelle pas Hotza'a. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'est pas Chayav. Mais s'il a pris d'abord une demi-figue, après encore le volume d'une demi-figue, dans le même endroit, quel est le din? Mitztaref? Oui. Bien que ça se fait en 2 actions, puisque le résultat a été atteint, eh bien, Hayav. Quel est le din s'il était par exemple dans une maison? Il avait 2 portes, une vers le sud et l'autre vers le nord. Et il a amené une demi-groguerette à droite, et après il a amené une demi-groguerette à gauche. Est-ce qu'on associe? D'après Chachamim, oui, d'après Rabbi Yossi, non. Rabbi Yossi dit que le reshut est mehaleket, puisque ce n'est pas arrivé au même endroit. Rashi nous dit ici que c'est cela le chidouche
de cette baraïta, c'est d'exclure Rabbi Yossi. Car d'après Rabbi Yossi, en effet, ce n'est pas additionnable, ce n'est pas associable. 2 coudées avant Reshut HaYahid et 2 coudées après Reshut HaYahid, ça ne fait pas 4 coudées d'un trait. Pour Rabbi Yossi, il faut Arba Amot dans le même Reshut HaRabim. Mais si c'est Shte Amot avant le Reshut HaYahid et 2 Amot après Reshut HaYahid, et tu as lancé l'objet qui a survolé le Reshut HaYahid, même si finalement tu arrives à obtenir un résultat de 4 coudées, ça ne marche pas. C'est comme si tu as fait 2 coudées, tu t'es arrêté, après tu fais encore 2 coudées, tu t'es arrêté. Pas tour. Premièrement. Mais le deuxième chidouche, c'est quoi? C'est de dire que lo abrinan kluta kemishu nahadamia. C'est-à-dire, dans la deuxième phrase, qu'a-t-on dit? La deuxième phrase, qu'a-t-on dit? Que s'il y avait moins de 4 coudées en tout, tu n'as pas 2 plus 2. Tu as par exemple 2 avant et 1 coudée après. Ça fait combien? 3. Pas tour. C'est quoi le chidouche? C'est normal que pas tour. Chidouche, c'est que j'aurais pu croire qu'étant donné que ça a traversé le Reshut HaYahid, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de Arba Amot Birshut HaRabim, mais il y a Hotza'a Birshut HaYahid Lirshut HaRabim, ou bien Birshut HaRabim Lirshut HaYahid, Achnasa. Pourquoi? Kluta Kemishu Nahadamia. D'après Rabbi Akiva, dès que l'objet est rentré dans un espace et qu'il a été capté dans l'atmosphère de l'espace, c'est comme s'il s'est reposé là-bas. Eh bien, d'après Rabbi Akiva, il serait Hayav au titre soit de Achnasa, soit de Hotza'a, mais en tout cas, il y a ici Hotza'a Mirshut Lirshut. Asmaïch Patli, pourquoi est-ce que tu as besoin d'additionner 2 plus 2? Même s'il n'y avait pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment de parcours pour dire que tu as Arba Amot Birshut HaRabim. Mais tout de même, il devrait être Hayav au titre de Achnasa ou de Hotza'a. Si tu disais Kluta Kemishu Nachadamia, Kamash Marlan, c'est ça le chidouche. L'Amrinan Kluta Kemishu Nachadamia. Donc on a 2 chidouchim extraordinaires. Premier chidouche, exclusion de la chita de Rabbi Yossi. Deuxième chidouche, exclusion de la chita de Rabbi Akiva. Et maintenant la Gemara va nous donner un chidouche très important et qui va nous accompagner pendant un daf et demi. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Amar Rav Abba, Amar Rav Huna, Amar Rav. Rav Shmuel Bar Yehuda a dit au nom de Rav Abba, qui a dit au nom de Rav Huna, qui a dit au nom de Rav Hamahavir, Arba Amot, Birshut HaRabim et Kouré, Patour, les filles, chez Enodome, les diglé Midbar. Celui qui transporterait un objet au-delà de 4 coudées dans le Reshut HaRabim, mais ce Reshut HaRabim était recouvert d'un toit, mais Kouré, il y avait une tikra, par exemple, sous un pont, eh bien, on circule sous le pont, mais celui qui circule là-bas, il a un toit au-dessus de lui. D'accord? Est-ce que celui qui transporterait Arba Amot dans ce Reshut HaRabim, Mekouré, Hayav ou Patour? Rav nous dit Patour. Pourquoi? Les filles chez Eno Domé les diglé Midbar. Car tout ce que nous apprenons comme halachot pour Shabbat, eh bien, on déduit du Midbar. Par comparaison avec ce qui s'est passé dans le désert lors des déplacements pour la construction du Mishkan, la reconstruction du Mishkan et ainsi de suite. Eh bien là-bas, on avait un Reshut HaRabim. C'est le Mahane Israël. Et là-bas, on n'avait pas de Reshut HaRabim Mekouré.
Là-bas, on était à ciel ouvert. On n'était pas sous un toit. Donc, la circulation du public, ça se faisait à ciel ouvert. Donc, il n'y avait pas de Reshut Arabim Mekouré. Et puisque toutes les halachot, on les apprend du Midbar, eh bien là-bas, puisqu'il n'y avait pas de Reshut Arabim Mekouré, aujourd'hui, celui qui transporterait serait patour. La Gemara demande, Eini, ah bon, Veha agalot, de Mekurot avian, Ve'amarav mishum Rabbi Chia, agalot, tahtehen. Alors la Gemara pose une question. Eini, ah bon, est-ce vrai ce que tu viens d'affirmer, que dans le désert, le Reshut Arabim n'était pas recouvert? Veha agalot, de Mekurot avian. Pourtant les calèches, les carrosses, les chariots qui transportaient les poutres du Mishkan, tels que nous le savons, il y avait 3 familles de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. La famille de Kehat portait les objets les plus sacrés, le Aaron HaKodesh, le Mizbeach, la Menorah, le Shulchan, mais ils portaient sur leurs épaules. Va'avodat HaKodesh alehem bakatev Yissaou. Il y avait les Bnei Gershom, Gershom, Kehat ou Merari. Gershom, qu'est-ce qu'il faisait? Il portait les tentures. Et sur quoi? Sur des hagalotes. Sur 2 hagalotes. Bnei Gershom. Maintenant, Merari, eux, étaient responsables du transport des poutres. Sur combien de hagalotes, sur combien de chariots qui étaient tirés par des bœufs? Sur des chariots, sur 4 chariots. D'accord? Alors maintenant, ces 4 chariots, comment est-ce qu'ils étaient positionnés? Il y en avait 2 devant et 2 derrière. Donc ils se suivaient. On avait 4 chariots. 2 rangs parallèles, 2 rangées parallèles de 2 chariots. 2 rangées de 2 chariots qui étaient parallèles. Puisque c'était parallèle, alors les poutres qu'on mettait sur ces 4 chariots, qui étaient au nombre de 48, puisqu'on savait que, on sait qu'il y avait à l'époque 48 poutres, 20 au nord, 20 au sud et 8 à l'ouest. Et donc on avait 12 poutres dans chaque chariot. Et les poutres étaient posées sur les chariots et presque se touchaient. Alors on va étudier maintenant exactement la configuration et l'écart, l'espace qu'occupaient ces poutres par rapport aux calèches. On va voir maintenant qu'il y avait dans la longueur des chariots 5 coudées. 5 coudées en longueur des chariots. La largeur des chariots, c'était combien? 2 coudées et demi. La largeur des chariots était de 2 coudées et demi. Mais avec les roues et l'espace vide entre la paroi de la calèche et les roues, on va avoir un écart précis. En fait, ce qu'on va avoir en tout, c'est une coudée, un quart à droite et une coudée, un quart à gauche de la calèche. Ce qui fait que en tout, si on mesure d'une roue à l'autre, de l'extrémité d'une roue à l'autre, on a exactement 5 coudées. 2,5 au milieu, une coudée, un quart à droite, une coudée, un quart à gauche. En tout, ça fait combien? 2,5 et 2,5, ça fait 5. Alors, en réalité, ça nous donne un carré. 5 coudées de long et 5 coudées de large, c'est un carré. Mais quand je dis carré, c'est pas au niveau de l'espace du chariot. C'est en incluant les roues. Alors maintenant, combien mesuraient les poutres?
les poutres mesuraient en longueur 10 coudées. Donc si je mets les poutres sur la largeur des calèches, alors je vais avoir au milieu 2 coudées et demi. 2 coudées et demi. Et après, qu'est-ce qu'il me reste? 7 et demi. 10 moins 2 et demi, 7 et demi. Alors 7, déjà ça fait 3 et demi et 3 et demi. Plus un demi, ça fait un quart. Donc 3 coudées, 3 quarts à droite. 3 coudées, 3 quarts à gauche. C'est une façon de voir si c'est au milieu. Mais si je compte à partir des extrémités des roues, alors ça me fait 2,5 à droite et 2,5 à gauche. Puisque d'une roue à l'autre, d'une extrémité d'une roue à l'autre, ça me fait 5. Si la poutre, elle est étendue au milieu, alors 5 moins 5. Et après, j'ai 2,5 d'un côté et 2,5 de l'autre. OK. Ça, c'est au niveau de la configuration. Au niveau des poutres. Mais on va voir ici qu'il y a une discussion. Comment est-ce qu'on avait mis les 12 poutres? Il y a 2 possibilités. Soit j'étends sur la largeur des poutres. Combien était la largeur des poutres et leur épaisseur? On a dit la hauteur, c'était 10 coudées. Mais combien était la largeur? 1 coudée et demie. Et combien était l'épaisseur? L'épaisseur était de 1 coudée. Donc une amas l'épaisseur, une amas et demi la largeur et 10 coudées la longueur, c'est-à-dire la hauteur. Lorsque j'allais allonger les poutres sur la calèche, 2 possibilités. Soit je l'étends sur la largeur, soit je l'étale sur l'épaisseur. 2 possibilités. Si on a posé la poutre sur sa largeur, c'est 1 coudée et demie. 3 fois 1 coudée et demie, ça fait 4 et demi. Et à ce moment-là, on aura comment les 12 poutres? On aura sur chaque calèche 12 poutres, eh bien 3 fois 4. 3, une à côté de l'autre, et 4 en hauteur. On aura 4 coudées, puisque ce sera allongé sur la largeur et j'aurai l'épaisseur en hauteur. Ça va faire 4 coudées de hauteur. Alors maintenant, la Gemara va entamer le sujet en prenant cette hypothèse comme premier choix. Première hypothèse, c'est que c'était étalé sur la largeur des poutres. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la halakha suivante. Ce qu'a dit, la Gemara va poser la question, elle va dire, contradiction. D'une part, tu me dis que il n'existe pas de Reshut Arabim Mekouré. Un Reshut Arabim, s'il est recouvert, il n'a plus le statut de Reshut Arabim. Pourtant, il est écrit Eni ve'ha'agalot de Mekurot avian. Les hagalot, elles étaient recouvertes des poutres. Ve'amarav mishum Rabbi Chia. Rav lui-même aurait dit au nom de Rabbi Chia, hagalot tahtehen ou benehen vetsidehen Reshut Arabim. Les hagalot, elles sont considérées Reshut Arabim, pas seulement entre elles, mais même sur le côté et même en dessous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hagalot tahtehen, sous les hagalot. C'est quoi benehen, entre elles? Eh bien, entre les hagalotes qui étaient parallèles. Le vide qu'il y a entre une hagala et l'autre, ça s'appelle Reshut Arabim. Et c'est quoi Tzidehen? Tzidehen, c'est l'épaisseur des roues, plus l'écart qu'il y a entre la roue et la calèche, et le chariot. Ça s'appelle les côtés de la hagala. Les côtés de la hagala, c'est les roues. Et entre elles, c'est entre les roues.
entre le chariot et la roue, plus l'épaisseur de la roue, ça s'appelle tzidehen. Et après, entre une roue et l'autre, c'est-à-dire entre une roue de chariot d'un côté et la roue du chariot qui est en face, qui est parallèle, entre les deux, ça s'appelle quoi? Bedehen. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Chia? Les agalotes, en dessous, dans les côtés, et entre elles, tout ça c'est un espace que l'on appelle Reshut Arabim. Alors la Gemara dit, excuse me, tout cela, c'est recouvert de poutres. Cet espace-là, il est recouvert de poutres. Et qu'est-ce que tu me dis? En dessous des poutres, c'est Reshut Arabim. C'est Mekouré. Reshut Arabim. Mekouré. Je comprends pas. Rav se contredit. Une fois, il me dit qu'un Reshut Arabim qui est recouvert ne s'appelle pas Reshut Arabim. Ça veut dire qu'il n'est pas tour. Et d'autre part, il me dit, les ragalotes qu'il y avait dans le désert, ragalotes, benehem, tzidehen, tartehem, tout ça c'est Reshut Arabim. Mais tu m'as dit qu'on apprend du Digle Midbar. Et Digle Midbar, c'était pas recouvert. Alors recouvert ou pas recouvert? Réponse. Kika Amar Rav Bedarata. Rav, quand il a dit que, en effet, c'est Reshut Arabim, il parle Bedarata, c'est-à-dire dans les intervalles. Les intervalles entre les rangées de poutres qu'il y avait sur les calèches. Je voudrais, avant de continuer, répondre à une question que la Gemara va poser plus tard, mais je sais que ça va vous trotter dans l'esprit jusqu'à ce qu'on va y arriver, et j'ai pas envie que vous en souffriez trop longtemps. Tu m'as dit que sous les calèches, c'est Reshut Arabim. Mais comment ça peut être? C'est recouvert. Alors maintenant, on va donner des réponses et des réponses, mais ça ne répond pas à en dessous, c'est-à-dire sous la calèche. La réponse, c'est que les calèches, elles n'étaient pas avec une planche fermée entière, où on marche sur une planche, comme lorsqu'on met des sacs ou des cartons. Non, c'était ouvert, c'était juste des tasseaux, c'était des poutres, et on marchait sur les poutres, mais il y avait un vide entre ces poutres. C'est la raison pour laquelle, comme ce n'était pas hermétique, sous comment on appelle ça, sous la calèche, c'était un espace ouvert qui n'était pas mécouré. Mais malgré tout, la question se pose, ok, on a compris. Mais, une fois que c'est recouvert des poutres, les poutres, elles rendent hermétique toute la surface de la calèche. Alors, comment tu m'as dit que sous la calèche, c'est Reshut Arabim? Réponse, Rav, quand il a dit que c'est Reshut Arabim, c'est pas sous les poutres, c'est en dessous de entre les poutres. Les intervalles, on a dit que on a mis la longueur des poutres dans la longueur des calèches, c'est-à-dire plutôt la largeur des calèches. J'étends la longueur de la poutre sur la largeur de la calèche. Mais combien de poutres je vais mettre? 3. 3 fois 1,5. 3 fois une coudée et demie, ça me fait 4,5. Combien fait la longueur de la calèche? 5, on avait dit, la longueur de la calèche. Alors, 5 coudées moins 4,5 égale une demi-coudée. Combien de tfahim il y a dans une coudée? 6. Dans une coudée, il y a 6 tfahim, 6 poids. D'accord? Alors maintenant, si une coudée c'est 6 tfahim, donc une demi-coudée c'est combien? 3. Très bien. Alors regardez maintenant la Gemara. On va lire dans le texte. Kikaba Rav Bedarata. Rav, quand il a dit que ça s'appelle Reshut Arabim, c'est entre les daras, entre les rangées de poutres. Alors la Gemara pose la question, elle dit, excuse me, Mirde, puisque Orka de Agala Kamahavai, puisque la longueur de la Agala c'est combien? On a déjà dit 5. Hamesh Amin, 5 coudées.
Poutia de Keresh Kama Havaï. La largeur de chaque poutre, elle était de combien? Amta ou Palga, une coudée et demie. Kama motive, combien on peut allonger de rangées sur la largeur de 5 coudées de la calèche? Tlata, 3 rangées. Alors 3 fois 1,5, ça fait 4,5. Pachale, Palga de Amta. Il reste en plus dans la calèche de vide, de disponible, combien? Moitié de Hama. Palga de Amta. Kisha de Lemar, Bene ou Bene, Kelavou Dami. Si tu prends ce qui reste, c'est combien, tu as dit? 3. 3 coudées maintenant entre 3 rangées. Il y a combien d'intervalles entre 3 rangées? 2. Entre 3 rangées, on n'a que 2 intervalles. Alors, 2 intervalles, ça fait la voûte, parce que 3 coudées divisées par 2, ça fait une coudée et demie. Une coudée et demie, eh bien, on connaît la règle. La voûte. C'est quoi la voûte? Dès qu'on a un espace inférieur à 3 tfachim, on dit la voûte. Un espace inférieur à 3 tfachim, c'est la voûte. Alors, c'est comme si c'était hermétique. Donc, il n'y a pas du tout d'espace vide. S'il n'y a pas d'intervalle, alors ça veut dire que les 5 coudées de la longueur de la calèche étaient fermées. Alors, Rav se contredit. Il nous a dit que Tartehem, c'est Reshut Arabim, impossible. La Gemara répond, Misavart, est-ce que tu crois, est-ce que tu penses que Krashim Aputaihu Avamanachlehu, que les rangées de poutres étaient établies sur leur largeur? Est-ce qu'on mettait les poutres sur la largeur, sur le Poutia? Aputaihu, Poutia c'est largeur. Putaihu, leur largeur. Ma pito, Ahudan Manachlehu. C'est sur leur pointe que on les posait. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Faut pas s'imaginer la pointe. Hudan, ça veut dire l'épaisseur. Et donc, c'était pas 3 rangées de une ama et demi, c'était 4 rangées de une ama, puisque l'épaisseur de chaque poutre était de une coudée. L'épaisseur de chaque planche était de une coudée. Alors ça nous fait combien maintenant d'espace occupé dans la calèche? Si je mets 4 rangées de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est comme ça que j'ai 12. Alors maintenant, 4 rangées de une ama, ça fait 5 moins une ama. 5 moins 4 amot. Il me reste une ama de disponible. Une ama, c'est combien de tfachim? 6. Donc c'est bon. 6, c'est pas la voûte. La Gemara dit faux, sauf. Sumcha de keresh kamahave. Sumcha, c'est l'épaisseur. Alors une fois on l'appelle houd et une fois on l'appelle somer. Sumcha. Sauf sumcha de keresh kamahave. Amta. L'épaisseur de chaque planche était de combien? Une ama, une coudée. Kamahava motive. Combien il avait installé là-bas? Arba'a. 4 rangées. Pachale la amta. Combien il reste de vide dans la calèche? Une ama. 5 moins 4. Kishadele mar bene ou bene. Lorsque mon maître va les étaler, va les établir, qu'est-ce qui va se passer? Kishadele mar bene ou bene, kelavou dami. La Gemara suppose que si on a 4 rangées, alors, pour pas que ce soit trop serré et que les planches se rongent, que les planches, avec le frottement durant le voyage, si on les colle, elles vont se ronger, alors on les écartait. Alors si on les écartait, il y a un écart de combien?
Exactement. On a ici on a 4 rangées. On n'a que 3 intervalles. 3 intervalles, c'est-à-dire une amma divisée par 3. Dans une amma, il y a combien de tfachim? 6. 6 divisé par 3, 2 tfachim. Donc il y a un tiers d'une amma entre chaque rangée. Alors, imaginez-vous, ça c'est la calèche. Donc la longueur de la calèche, elle est de 5 coudées. La largeur de la poutre, la longueur de la poutre, c'est 10 coudées. Et je pose la poutre sur la largeur de la calèche. Alors la poutre, elle a elle-même une largeur et une épaisseur. La longueur, elle est de 10 coudées, certes, mais quelle est sa largeur? Une coudée et demie. Quelle est son épaisseur? Une coudée. Il y a 2 possibilités comment poser 12 planches, 12 poutres sur la calèche. Soit je mets 3 rangées sur la largeur. Si je pose sur la largeur, ça me fait 1, 2, 3, ça fait 4 coudées et demie. 4 coudées et demie. Si je mets un petit écart entre eux, ça me donne quoi? Eh bien, 5 coudées moins 4 et demi, il ne me reste plus qu'une demi-coudée. Une demi-coudée, c'est 3 tfachim. Alors, si je mets 3 tfachim divisés en 2 intervalles, puisque dans 3 rangées, j'ai 2 intervalles, alors ça me donnera une coudée et demie. Une coudée et demie. La Gemara dit, dans ce cas-là, c'est mamash lavoud. C'est comme si c'était hermétique. Alors, on ne comprend pas comment ça peut être Reshut Arabim en dessous alors que c'est recouvert. La Gemara dit, en fait, ce n'était pas établi et installé sur la largeur des poutres, c'était sur l'épaisseur des poutres. L'épaisseur, elle était que de 1 coudée. Alors, combien de poutres on va mettre pour transporter les 12? Eh bien voilà, on va mettre 4 rangées de 3. 4 rangées de 3 poutres qui seront posées sur leur épaisseur. Alors ça fait 12 poutres, 4 fois 3, 12. Mais combien d'écart y a-t-il entre les 4? Il y a 3 intervalles. On a dit que la longueur de la calèche, c'était 5 coudées. Et si on a 4 rangées de 4 coudées, c'est-à-dire 4 rangées d'une coudée, ça fait 4 coudées. 5 moins 4 égale 1 coudée. Donc il me reste combien de disponibles dans les intervalles? 1 coudée divisée par 3. 1 coudée divisée par 3 intervalles, ça fait quoi? 2 tfachim d'écart entre chaque rangée. La question revient. 2 tfachim, c'est moins que 3 tfachim. Si c'est moins que 3 tfachim, c'est lavoud. Si c'est lavoud, c'est hermétique. Alors on n'est pas sorti de l'auberge. La Gemara dit qu'en effet, c'est une question très forte. Mais s'il y a une réponse qui est envisageable, la Gemara propose une réponse envisageable selon une opinion de 2 Tanaïm qui sont en mahloket par rapport à la forme des planches. Écoutez quelque chose que vous n'avez certainement pas appris auparavant. Une grande mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia quant à la forme des poutres. Écoutez ça. Rabbi, on va voir tout de suite c'est qui l'auteur. Rabbi Nehemia. Oui. Rabbi Nehemia dit que les planches étaient homogènes. C'est-à-dire qu'elles avaient la même épaisseur en haut comme en bas. Elles étaient rectangulaires. Tandis que Rabbi Yehuda va dire que les planches étaient triangulaires. Triangulaires, ça veut dire qu'en bas, à la base, elles étaient larges, une épaisseur d'une amma, mais elles rétrécissaient en montant. Et quand on arrivait au sommet de la planche, l'épaisseur était de 1 doigt, etzbar. Et c'est comme ça, donc, la hauteur de 10 coudées de la planche, c'est que en bas c'est large
Et plus on monte vers le sommet de la planche, et plus l'épaisseur se réduit. Et donc on a maintenant, au sommet de la planche, juste un etzba. Alors maintenant, si tu me dis que les planches étaient posées dans la... Comment on appelle ça? Sur la calèche, sur la largeur de la calèche, et qu'elles étaient posées sur leur épaisseur, alors je comprends tout à fait. Comment est-ce possible d'avoir en effet un Reshut Harabim Tartehem? C'est parce que quand on mettait les planches les unes à côté des autres, on avait plus de 3 coudées d'écart. Puisque, en effet, on avait juste un doigt. Et donc, de un doigt à un doigt, on a en effet plus de 3 tfachim. Là, il n'y a pas la voûte. S'il n'y a pas la voûte, alors on a compris pourquoi Tartehem, c'est Reshut Harabim. Alors la Gemara dit, tout va bien d'après Rabbi Nehemia, mais d'après Rabbi Yehuda, tu ne peux pas me donner cette réponse, car d'après lui, ce n'était pas triangulaire, c'était rectangulaire. Donc les poutres, elles occupaient toute la place, comme on avait dit précédemment. Alors la Kushia revient. D'après Rabbi Yehuda, comment ça marche? Répétons ça dans le texte. Haniha, tout va bien. Les man de Amar, d'après celui qui dit, c'est qui? Rabbi Nehemia, que nous verrons plus tard, qui dit Krashim, les poutres, les planches du Mishkan, Milematan, reviennent Amma. En dessous, à la base, elles avaient une épaisseur d'une Amma, d'une coudée. Milemalan, mais en haut, Kalin veolchin, ad ketzba. Elles vont rétrécissant jusqu'à l'épaisseur d'un doigt. Shapir, alors c'est super. En effet, j'ai compris. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Rav avait dit que c'est Reshut Harabim sous la calèche? Parce qu'en effet, entre une poutre et l'autre, ce n'était pas hermétique. Puisque d'un côté, d'une extrémité de la planche, il y avait un espace vide. Puisque il y avait juste un etzbar, une planche très très mince, juste un doigt à l'extrémité. Alors en effet, quand on mettait une planche à côté de l'autre, c'est vrai que d'un côté c'est hermétique, mais de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'autre extrémité, c'est totalement vide. Puisque, je répète, imaginez-vous ici, j'ai quelque chose de triangulaire, d'accord? Ça veut dire que à l'épaisseur ici, d'un côté, c'est totalement vide, parce que ici, il n'y a pas d'épaisseur là, il y a juste un doigt. Donc, il n'y a plus d'épaisseur. Donc, si je vais mettre plusieurs rangées de triangles, si je prends plusieurs triangles et je les mets un à côté de l'autre, eh bien, dans l'espace vide des triangles, il n'y a rien. Alors, la Gemara a de répondre, Amar Rav Kahana be'at be'e. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, ce n'était pas vide. Voici voici la poutre. Regardez. D'après. On va peut-être comprendre. Attends, moi je peux. Après, on les met au milieu, donc forcément. Ouais. Non, voilà, c'est comme ça. La poutre, c'est comme ça? Ouais. D'après Rabbi Nehemia, la poutre, elle était rectangulaire, pas comme ça. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda pense que la poutre, elle était triangulaire dans ce sens. C'est-à-dire que lorsqu'on était à l'intérieur du Mishkan, on voyait un mur droit, plat, normal. Mais lorsqu'on était à l'extérieur, si on se tenait sur le profil, si on allait regarder le Mishkan de profil, voilà ce que ça donnait. C'est-à-dire que je voyais que la base, elle était d'une coudée et demie. Excusez-moi. La base, c'était une coudée. La largeur, c'était une coudée et demie. Mais la base ici, c'était une coudée. Et de une coudée, ça montait, ça rétrécissait jusqu'ici. Là, c'était un doigt. Alors maintenant, comment elle est posée sur la calèche? Elle est posée comme ça. Puisqu'elle est posée... non, pas en quinconce, normal. Une à côté de l'autre. Une à côté de l'autre. C'est-à-dire, je mets 4 coudées comme ça. 1,
une à côté de l'autre. Qu'est-ce que j'ai? Quand je vais regarder avec mon hélicoptère, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir du vide. Je vois du vide entre chaque planche. Entre une planche et l'autre, je vois du vide, du vide, du vide, du vide. Oui, mais ça change rien. Je mettais trois planches qui ont exactement la même forme, une sur l'autre, et donc de ce fait, quand je regarde de haut, je vois qu'il y a du vide. Donc c'est pour cela que Tahten, c'était Reshut Arabim. Amar Rav Kahana Beat Be'e. Rav Kahana va te répondre en te disant, ta kushia, elle est par rapport à Rabbi Nechemia qui dit que les poutres étaient rectangulaires. Et donc, en dessous, c'était hermétique. Alors tu te poses la question, comment ça se fait que en dessous, d'après Rabbi Chia, c'était Reshut Arabim, mais pourtant c'était couvert. Il te dit, ce n'était pas couvert. C'était Be'at Be'e. Il y a deux pirouchim. Qu'est-ce que ça veut dire At Be'e? Le pirouche des Rabbanim de Rashi, et ensuite le pirouche de Rashi lui-même. D'après les Rabbanim de Rashi, At Be'e, c'est des tabarot. C'est-à-dire qu'il y avait des rangées de poutres qui étaient collées, mais celles qui étaient séparées à cause des tabarot. Vous le savez que comment est-ce qu'on faisait pour relier toutes les poutres? Il y avait ce qu'on appelle le bariyah. Il y avait Hamisha Berihim, 5 barres de soutien. Il y avait des barres de soutien qu'on enfilait dans des anneaux en dessous et au-dessus, d'accord? Mais aussi il y avait le bariyah hatichon. Bariyah hatichon, c'est-à-dire la barre de soutien qui miraculeusement allait traverser l'épaisseur de toutes les poutres. On avait perforé l'épaisseur de chaque poutre, et quand on les alignait, on avait 20 au nord, 20 au sud et 8 à l'ouest. Et lorsqu'on faisait rentrer le bariyah hatichon, miraculeusement, il se rendait flexible et il allait faire le tour des 3 points cardinaux. Ça veut dire qu'il allait traverser des angles droits et s'assouplir comme un serpent qui allait faire tout le tour. D'accord. Eh bien, les bérechim qui étaient à l'extérieur, qui étaient visibles, on les enfilait dans quoi? Dans des tabarotes. Ces tabarotes étaient en relief. Ou est-ce que, quand tu vas maintenant aligner des poutres, tu veux pas que les tabarotes se cassent? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre 2 rangées de poutres et tu vas les coller en face à face. Et leur tabarote sera à l'extérieur. Pareil pour 2 autres rangées. Alors, d'après celui qui disait qu'elles sont homogènes, rectangulaires. En haut comme en bas, pareil. Alors, on avait 4 rangées. On allait coller 2 rangées de 3, ça fait 6. Et encore 2 rangées de 3, ça fait 6. Entre les 2 rangées de 6, qu'est-ce qu'on avait? Des tabarotes. Quel était l'écart entre eux? Une hama. Pourquoi une hama? Parce qu'on a déjà dit que la calèche, elle faisait 5 coudées de longueur. Et j'ai établi là-bas 2 rangées de 6. 2 rangées de 6, ça me fait quoi? 5 moins 4 égale 1 coudée. Donc il y avait 1 coudée d'écart entre les 2 rangées. Et voilà comment je n'ai pas de lavoud. Si je n'ai pas de lavoud, on a compris pourquoi c'était Reshut Arabim en dessous. Deuxième pirouche de qu'est-ce que c'est que Atbe'e. Il ne faut pas lire Atbe'e, il faut lire Atabé. Et Rachid dit que Atabé, ce sont des épingles. Des épingles de l'épicier. L'épicier, quand il veut mettre des feuilles
quand il fait la comptabilité, il a rempli une fiche et il la met ici. Après une deuxième fiche. Toutes ces fiches-là, il va les épingler, les agrafer, les mettre tous en même temps. Nous, on prend aujourd'hui des trombones. Avec des trombones, on peut relier plusieurs feuilles. À l'époque, ils prenaient en fait du bois, et ce bois-là, ils allaient le couper au milieu, mais comme c'était serré, quand on l'ouvrait un petit peu, on introduisait les fiches, et après, lui, il allait épingler toutes ces fiches, toutes ces feuilles. Ça s'appelle atabé. Atabé, ça veut dire que c'est pas les tabarotes qui étaient de part et d'autre, c'est plutôt les poutres elles-mêmes qui étaient collées comme on fait pour des atabés, c'est-à-dire qu'on va fissurer, on va fendre le bois pour introduire à l'intérieur des fiches la même chose. Ces deux rangées de 3 qui faisaient les 6, il y avait entre les deux rangées un petit écart qui ressemble au bois fendu de l'épicier. La Gemara dit Atbe'e chamanachleu agabade agala agala gufa bekora havai. La Gemara dit d'accord, j'ai compris ta réponse, ça c'est par rapport aux poutres. Mais tout ça c'était posé sur quoi? Sur la calèche. Et la calèche, a priori, c'était une grande planche hermétique. Alors comment en dessous il pourrait y avoir un statut de Reshut Harabim? Réponse, Amar Shmuel Beyetedot. Shmuel a dit que les agalotes n'étaient pas faites comme on le pense, c'est-à-dire avec une planche sur laquelle on marchait ou on posait des objets. Non, c'était des barres. Et entre les barres de la calèche, il y avait un vide. Et c'est la raison pour laquelle, en dessous, puisque ce n'était pas recouvert d'une planche, c'était Reshut Harabim. Seulement, moi, je vous l'ai dit déjà avant, c'est pour cela que maintenant vous dites, mais pourquoi on le répète? Mais en fait, c'était par pitié que je vous l'ai dit avant, j'ai anticipé, mais c'est maintenant qu'on y arrive. Donc maintenant, on a compris que ce que voulait dire Rabbi Chia, qu'en dessous des calèches, c'était Reshut Harabim. Attention, pas sous les poutres, parce que c'est mécouré, entre les rangées. Soit que tu dises que c'était atabé, alors dans ce cas-là, c'était 2 rangées de 6. Et de ce fait, entre eux, il n'y avait pas la voûte, puisqu'on avait une amas d'écart, il n'y a pas de la voûte, et c'est de cela qu'il s'agit. Entre les 2 rangées de 6, on avait un espace vide, un espace ouvert. Quelqu'un qui allait, par exemple, s'amuser à se mettre sous la calèche, eh bien, il peut voir le ciel sans aucun problème, et sur un espace de combien? De 1 coudée, puisque 5 coudées moins 4, il nous reste 1 coudée complètement ouverte. 2 secondes. Et ça, c'est d'après Rabbi Nechemia, et d'après Rabbi Yehuda, c'est encore mieux. D'après Rabbi Yehuda, carrément, les poutres elles-mêmes, elles étaient étroites d'un côté, c'est-à-dire elles étaient rétrécies au sommet, et donc elles étaient de forme triangulaire. Alors c'est encore plus facile de comprendre que carrément, entre toutes les poutres, on avait un Reshut Harabim. Il faut aussi bien se souvenir que au-dessus de la calèche, on avait dit que c'était Reshut HaYachid. Comment ça se fait que c'est Reshut HaYachid? Reshut HaYachid, dans l'endroit où il y avait une hauteur de 10 tfachim et une largeur de 4 tfachim par 4 tfachim. Ça s'appelle Reshut HaYachid. Il n'y a pas les 4 tfachim sur 4 tfachim. Si. Puisqu'elle est en... Si. Elle est Entre eux. C'est-à-dire, on avait par exemple des barres de 4 tfachim, des planches de 4 tfachim de largeur, mais entre ces planches, il y avait du vide. Donc lorsqu'on posait les poutres, on les posait sur l'espace plein, pas sur l'espace vide qu'il y avait au niveau de la calèche. Donc c'est la raison pour laquelle, sur la calèche, ça s'appelle Reshut HaYachid, et sous la calèche, ça s'appelle Reshut Harabim. Mais pas toute la... Mais attention, pas en dessous de l'endroit couvert. L'endroit qui était couvert de la calèche, c'était en effet Reshut Harabim mais couré,
et donc ça n'a pas le statut de Reshut Arabim. C'était uniquement dans les espaces vides du Reshut Arabim, les espaces vides de la calèche qui s'appelle Reshut Arabim. La même chose pour le haut, là où la... Et maintenant la Gemara cite la fameuse Mahloket. Tanu Rabbanan, Krashim Milematan Rovian Ama. Les Krashim, les planches de Mishkan, elles mesuraient une coudée à la base, au niveau de l'épaisseur, ou Milemarlan, et au sommet des planches, Kalin Veolchin, Ad Ketzba. Ça se rétrécissait jusqu'à avoir l'épaisseur d'un doigt. Shene Emar, Ihyu Tamim al Rosho. Comme il est écrit, Ihyu Tamim al Rosho. Alors c'est quoi le mot Tamim? Au sommet, ils seront Tamim. Figurez-vous que Rabbi Houda va déduire d'un pasouk que le mot Tamim, ça veut dire éliminer. Sheneimar, ou les halanu omer, Tamu nichretu. Qu'est-ce que ça veut dire Tamu nichratu? Vayamdu hammaim hayordim lema'ala kamuner ned ehad harhek me'od me'adam ha'ir asher mitzad sordan vayordim ala yam arava yam melach tamu nichretu ve'am avru neged yericho. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Bnei Israël ont traversé le Jourdain à pied sec avec Yoshua bin Nun, avec une division des eaux qui d'un côté formait une muraille d'eau qui montait très très haut, et de l'autre côté, l'eau s'était écoulée jusqu'à disparaître. Donc disparaître, comment on dit? Tamu, nichretu. Soudi iyu tamim al rosho, c'est-à-dire que au sommet de la planche, eh bien, il y avait une partie qui avait été éliminée. On avait taillé pour former un triangle isocèle. Ça, c'est d'ivré Rabbi Houda. Rabbi Nechemia Omer, que Shem Shemilematan Ovian Amma, car Milema'lan Ovian Amma. Rabbi Nechemia dit pas du tout. De la même façon qu'en dessous, à la base, l'épaisseur de la paroi était de une amma, ainsi ça l'était au sommet. Shene'emar Yahdav. Yahdav. Ça veut dire quoi Yahdav? Ensemble. Le haut et le bas, ils étaient pareils, homogènes. Ve'aktiv tamim. Qu'est-ce qu'il va faire avec le terme, la terminologie employée par la Torah? Al-Rosho et Yu tamim al-Rosho. Eh bien, lui, il dit que tamim ici ne veut pas dire tamu, éliminé. C'est plutôt shalem. Tamim, ça veut dire parfait. Ça veut dire que tu dois apporter des planches qui sont des planches d'origine en bloc et non pas qui soient agglomérées ou composées de différentes particules de bois. Tu ne dois pas prendre des morceaux de bois et les assembler pour fabriquer un bloc. Il faut du bois massif. Alors la Gemara pose la question, comment Rabbi Houda a pu dire que c'était triangulaire? Pourtant c'est écrit Yardav, ce qui veut dire que c'était homogène. Réponse, Haou, ce passouk-là qui dit Yardav, pour dire que faut pas que ce soit en quinconce, une planche qui rentre, une planche qui sort. Il faut que celui qui se tienne à l'intérieur du Mishkan voit devant lui une seule planche. C'est-à-dire que on ne voyait pas le décalage. Il n'y avait aucun décalage. C'est seulement celui qui est à l'extérieur qui voyait le Mishkan de profil, voyait que c'était des parois triangulaires qui faisaient une amma à la base et un doigt au sommet. Mais lorsqu'on était à l'intérieur, on voyait trois façades qui étaient plates. Donc,
Il fallait pas que ce soit en décalage, il fallait que ce soit plat. Bish la maleman dermar keshem shemilematan ovian amma, kach milemalan ovian amma hainu dirtiv, uliar kete mishkan yamma taase shisha kerashim, ushne kerashim taase lim kutsaot, deate putia dehane, ou mebalele les sumcha dehane. Et là, leman de amar milematan ovian, ou mile et la leman de amar milematan ovian amma. מלמעלה קלין והולכים עד כאצבע, היי עיל והי נפיק. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, on sait que la configuration du Mishkan était ainsi. Il y avait 20 poutres au nord, 20 poutres au sud et 8 à l'ouest, 48 en tout. Celles du fond, comment est-ce qu'elles étaient situées? Eh bien, exactement comme les vins du nord et du sud. Les vins du nord et du sud, elles mesuraient, chacune, on a dit en largeur, une coudée et demie. Si tu mets 20 fois une coudée et demie, bien alignée, ça te donne quoi comme longueur? 30 coudées. Donc 30 coudées au nord, 30 coudées au sud. Ensuite, qu'est-ce que tu mets à l'extrémité là-bas au fond, à l'ouest? Tu en mets 8. 8 fois une coudée et demie, ça donne quoi? 12 coudées. Très bien. Maintenant, si tu mets les deux parois, les deux murs, tu les mets en face de l'extrémité, des deux extrémités de celle de l'ouest, alors, puisque l'épaisseur des parois était de une coudée, ça fait que chaque mur occupe une coudée du mur du fond. Alors, il prend une coudée du mur du fond à droite, une coudée du mur du fond à gauche. Ça nous fait 12 moins 2 coudées. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur comme espace? Eh bien, 10. À l'intérieur du Mishkan, si tu mesurais exactement l'espace interne du Mishkan, c'est 30 sur 10. 30 coudées de long et 10 coudées de large. Celui qui se tient à l'extérieur, qu'est-ce qu'il voit? D'après Rabbi Nehemia, qui dit que c'était homogène, qu'est-ce qu'il voit? Il voit aussi quelque chose d'homogène. Il voit un angle droit au fond, puisque l'épaisseur de la planche, d'un côté, les deux murs latéraux allaient arriver bédiouk à l'angle droit par rapport au mur de l'ouest. Très bien, c'est homogène. Mais d'après Rabbi Yehuda qui disait que c'était triangulaire, alors les planches de l'ouest, elles nous donnent quoi? Une façade qui est droite, qui est plate. Tu arrives avec deux murs triangulaires. Et ce triangle isocèle, tu le mets en face du mur de l'ouest. Celui qui se tient de profil, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une anomalie. Parce que les murs latéraux, au nord et au sud, sont triangulaires, tandis que la façade de l'ouest, qui est plate, qui est droite, qu'est-ce que ça nous donne? Comme ça, une corne, quelque chose qui correspond à rien. C'est moche. Ça veut dire qu'il y avait une imperfection au niveau du mur de l'ouest. Ce n'est pas joli. Réponse, nous dit la Gemara, que là-bas, spécialement, ce qu'on a fait aux deux poutres qui se tenaient dans les deux extrémités du mur de l'ouest, à droite et à gauche, eh bien, on les a taillées pour que ça corresponde exactement au mur nord et sud, pour que ce soit homogène. Alors, en effet, c'était taillé comme une montagne. C'est ce que dit la Gemara, des chafelehu keturin. On les taillait comme des montagnes qui sont en effet triangulaires et qui montent vers le haut pour atteindre un sommet pointu. N'est-ce pas, les montagnes, comment est-ce qu'elles sont?
eh bien, elles sont pointues en haut et larges en bas. Eh bien, en effet, c'est ce qui se passait au niveau du Mishkan. C'était large en bas et pointu en haut, Shafinle Keturé. Et après, la Gemara dit Va bari hatichon betor hakerashim tana benes hayaomed. La barre de soutien transversale, qui était une médiane, en fait, elle passait au travers de toutes les poutres, au milieu, et c'était benes, car une barre de bois n'est pas censée être flexible. C'est rigide. Et tout de même, miraculeusement, ça tournait au niveau des angles droits. Juste une parenthèse, un petit bonbon. Qui est-ce qui nous a procuré les poutres du Mishkan? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu est arrivé en Eretz Israël, en Eretz Mitzrayim, il a rapporté avec lui des cèdres d'Eretz Israël qu'il a plantés en Égypte. Il leur a dit à ses enfants, le jour viendra que Baruch Hu vous demandera de construire un Mishkan, voici déjà le bois. Et d'où provenait le Bariya Hatichon, la barre de soutien médiane qui traversait les 48 poutres? Eh bien, c'était le échelle de Avraham Avinu. Vaïta échelle. Avraham Avinu accueillait ses invités sous cet arbre. Veisha'anu tahat ha'etz. Vehu omed alehem. Le Targum Yonatan ben Uzi, elle nous révèle que c'est de cet arbre que Am Israël a fait le Bariya Hatichon. Alors, les poutres de Yaakov Avinu, c'est le Mishkan. Le soutien, Bariya Hatichon, c'est l'arbre d'Abraham. Ça veut dire quoi? Titen emet le Yaakov, chesed le Abraham. Yaakov Avinu est le symbole de l'étude de la Torah. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. La Torah s'acquiert par combien de moyens? La Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Be'arba'im u'shmone devarim aTorah niknit. Il y avait combien de poutres, de krashim dans le Mishkan? 48 krashim. C'est les 48 ksharim pour se rattacher à Kadosh Baruch Hu, pour acquérir la Torah. Yaakov, c'est lui l'homme de l'étude. Qu'est-ce qu'il y avait au cœur du Mishkan? Quel était le lieu le plus sacré du Mishkan? Kodesh HaKodashim. Qu'y avait-il dedans? L'Arche Sainte. Qu'y avait-il dedans? Les tables de la loi et le Sefer Torah. Alors, en effet, la Torah est le support de la Shekhinah, puisque où la Shekhinah allait résider, sur l'Arche Sainte, entre les deux kérouvim, entre les deux chérubins qui représentent les deux étudiants de la Torah. C'est là-bas où résidait la Shekhinah. Mais tout cela doit être soutenu par le chesed. Il n'est pas suffisant d'étudier la Torah, il faut faire du chesed. Il faut vivre dans l'union. L'union, c'est le chesed de Avraham Avinu. C'est lui qui nous a donné la dimension du chesed. Le émet de la Torah, c'est Yaakov. La Torah s'appelle Torah Emet. Emet Kene ve'altim kor. Les trois premiers mots de la Torah, Bereshit, Bara, Elohim. Quelle est la dernière lettre de Bereshit? Tav. Dernière lettre de Bara, c'est Aleph. Elohim, c'est Mem. Emet. Rosh devarecha Emet. Ul olam kol mishpat tzidkecha. Alors, en effet, le Emet de la Torah, c'est de Yaakov. C'est lui qui nous a donné les 48 poutres, les 48 ksharim, les 48 krashim pour acquérir la Torah. Mais Avraham Avinu, il dit attention, à l'intérieur de cette Torah, il faut qu'il y ait un Bariya Hatichon. Il faut relier toute cette Torah avec le chesed. Le chesed d'Avraham Avinu, c'est lui qui nous a donné ce koach du chesed. Et maintenant, la Gemara revient à cette marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia à propos de la forme des poutres. ואת המשכן תעשה 10 יריעות, אורך היריעה האחת 820 באמה.
Et maintenant, la Gemara va développer cette mahloket de Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia en citant le pasuk suivant. Ve'et ha-mishkan ta'aseh eser yeriot. Le Mishkan, tu vas l'établir avec les 10 tentures. Orech ha-yeri'ah ha'ahat, shmona ve'esrim ba'ama. La longueur de chaque tenture sera de 28 coudées. Alors on va expliquer un petit peu. Vous savez que il y avait dans le Mishkan plusieurs couvertures en tissu. Les premières tentures, c'était du tissu fait de laine et de lin. N'est-ce pas? Techelet, Argaman, Tolaat, Shani, Veshesh, Ve'izim. Pardon, Veshesh. C'est-à-dire du pishtan. Il y avait trois fils de laine et un fil de lin. Shesh Moshzar. Au-dessus, il y avait encore une tenture, une couverture de poil de chèvre. C'était de haïzim, du poil de chèvre. Après, troisième couche, c'était orot elim et odamim, et orot et hashim. C'était fait avec de la peau, partiellement de bélier et partiellement de tahash. D'après une autre opinion, il y avait 4 couches. Une couche de peau de bélier et une couche de peau de tahash. Est-ce que c'est la troisième couche, c'était moitié tahash, moitié bélier, ou bien est-ce que c'était carrément 2 couches différentes? Alors maintenant, quelle était la taille de la première couverture? La première couverture était constituée de plusieurs tentures qui ne faisaient que 4 coudées de large. Et 28 coudées de long. Il y avait 5 et 5. On appelait ça 2 mahbarot. Une mahberet de 5 tentures et encore une mahberet de 5 tentures. Puisque on avait 2 mahbarot, ça nous faisait en tout 10. Alors on a 10 tentures de 4 coudées. Ça fait en tout 40 coudées. Et en largeur, une fois que tout est réuni, en largeur, excusez-moi, une fois que tout était réuni, ça nous donnait en largeur 28 coudées. Et une longueur de 40 coudées, puisque 4 fois 10, 40. Mais ce n'était pas en un seul bloc, 40 coudées, c'était 2 fois 20 coudées. On allait d'abord coudre 5 tentures de 4 coudées, donc 5 fois 4, 20. Donc ça me fait une longueur de 20 coudées sur une largeur de 28 coudées, et une deuxième mahberet, une deuxième reliure, qui est de pareil. Maintenant, comment j'allais relier les 2 tentures de 20 coudées? Ces 2 mahbarot, c'était avec des krassim, avec des agrafes, avec des crochets. Krassim, keres, c'est un crochet. C'est la même étymologie. C'est une agrafe. Et ça se situait où? Au niveau des loulaot. C'est-à-dire que dans les extrémités de ces 2 mahbarot, on avait fait comme des anneaux en tissu, des anneaux en fil, et 50 anneaux dans lesquels on allait introduire les 50 crochets en or. Hamishim, Karse, Zahav. Dans les Hamishim, Lulaot. Donc il y avait 50 Lulaot, 50 anneaux à l'extrémité de la première mahberet, pareil à l'extrémité de la deuxième mahberet, et ensuite on allait les relier ensemble, ces 2 mahbarot, grâce au Karse Zahav, grâce au crochet en or. Alors regardez maintenant la question d'Agmara.
C'est quoi le Mishkan? C'est la première couverture en tissu qui recouvrait les poutres. La longueur d'une tenture, la longueur d'une tenture, c'est Shemone Ve'esrim Ba'ama. C'est 28 coudées. Shade Orkaïou les Poutia des Mishkan. Si tu étends la longueur de ces Yeriot sur la largeur du Mishkan, Kamahavia, combien ça nous donne? Esrim Vetamne. Dal Asar les Igra. Déjà retire 10 coudées de l'espace intérieur, l'espace interne du Mishkan. Pachaleu Techal et Agissa. Il te reste ensuite plus que 9 tfachim de chaque côté. On s'explique. Puisque si vous avez 28 coudées de largeur de la tenture, on a dit qu'il y a combien à l'intérieur du Mishkan d'espace au niveau du toit, d'espace vide? Il y a un espace de 10 coudées, on a dit. Alors 28 moins 10 égale 18. Donc 18 de part et d'autre, ça fait combien de chaque côté? 9. Alors maintenant, sur ces 9-là, ces 9, ils vont recouvrir combien de hauteur des poutres? Alors, déjà, l'épaisseur des poutres, elle était de combien? Ça dépend. D'après Rabbi Yehuda, là-haut, c'était juste un etzba, presque rien. Et d'après Rabbi Nechemia, l'épaisseur en haut, elle était comme en bas, c'est-à-dire une ama. Alors, si ça recouvre une ama d'épaisseur, combien il me reste sur 9? Combien il me reste? 8. Quelle est la hauteur de la poutre? 10. 10 moins 8, 2. Ça fait que si je me tiens de profil, si je me tiens derrière le Mishkan, qu'est-ce que je vais voir devant moi? Je vais voir une tenture qui recouvre que 8 coudées de la hauteur. Et en dessous, qu'est-ce que je vois? Je vois les Adanim. Une ama, une coudée du socle en argent. Puisque les poutres, elles étaient introduites à l'intérieur des socles en argent. Et en plus de cela, je vais voir du bois. Le bois, combien il était en hauteur? Une ama. Puisque 10 moins 8 égale 2. Donc j'ai 2 coudées en dessous, une coudée en argent et une coudée de bois. Alors c'est comme ça que la Gemara fait l'analyse. ואת המשכן תעשה 10 יריעות אורך היריעה אחת, 820 באמה, שדאורכי הוא לפותיה דמשכן, כמה הוויה, 20 ותמנה. Si tu envoies la longueur de la longueur des tentures sur la largeur du Mishkan, kama havia, 20 utmane. Ça fait 28. Dal eser les igra. Retire 10 du toit du Mishkan. Pachaleu Techal et Haïgissa, Vetechal et Haïgissa. Il va te rester dans la tenture 9 pour recouvrir un côté et 9 pour recouvrir l'autre côté. Les Rabbi Yehuda, Migalia, Amad et Adanim. D'après Rabbi Yehuda qui avait dit que au sommet des poutres, il n'y avait qu'un doigt, alors combien était recouvert de la poutre du Mishkan? Le mur à l'extérieur, il y avait combien qui était recouvert? Eh bien, 9 coudées. Pourquoi 9 coudées? Parce que d'après Rabbi Yehuda, c'était rétréci. Puisque c'était rétréci, alors là-haut, on n'avait pas une coudée de large. Alors, donc automatiquement, les 9 coudées qui pendaient sur combien de la poutre? Sur 9 coudées de la poutre. Et donc, il me reste quoi de visible? Une coudée des Adanim. Juste, je voyais que le socle en argent, je ne voyais pas du tout de bois. Les Rabbi Nehemia, Migalia, Amad et Krashim. Mais d'après Rabbi Yehuda qui disait que la poutre elle était homogène, alors on voyait également la base des poutres. On voyait quoi? Le socle en argent.
plus une amas de bois des krachim. Très bien. Une fois qu'on a compris comment ça marche au niveau de la largeur du Mishkan, maintenant on va étudier la même chose au niveau de la longueur du Mishkan. Shadé Putaïou les orka des Mishkan. Mais la largeur des tentures au niveau de la longueur du Mishkan. Combien c'était la largeur des tentures? On avait dit 20. Chaque mahberet c'était 20 et 20. D'accord? Puisqu'on avait dit 5 mahbarot de 4 coudées, ça fait 20 coudées. Et je les attachais avec les krassim, avec les crochets. Alors ça me fait en tout 40. Vdal platine les igra. Retire 30 coudées de l'espace interne du Mishkan. Le toit du Mishkan, il faisait combien? Le toit, 30 coudées. C'est-à-dire que quand je me trouve à l'intérieur du Mishkan, qu'est-ce que j'ai? J'ai une longueur de 30 et une largeur de 10, n'est-ce pas? Alors maintenant, parlons que de la longueur. C'est 30. Alors 40 moins 30, combien ça me fait? 10. Pachaléou, Eser. Il reste 10 coudées. Les Rabbi Yehuda, Mikassia, Amad et Adanim. Les Rabbi Nehemia, Migalia, Amad et Adanim. Puisque il me reste pendant de la tenture qui pend à l'arrière du Mishkan, combien ça pend? On a dit 10. D'après Rabbi Yehuda qui disait que le sommet des planches était que de un doigt. Ce qui veut dire que les 10 coudées de la tenture allaient recouvrir les 10 coudées de la hauteur de la poutre. Pourquoi? Étant donné que c'était en oblique, puisque c'était en oblique, alors 10, ça va sur 10. Mais d'après Rabbi Nehemia, qui disait que c'était homogène, donc là-haut, c'était comme en bas. C'est-à-dire qu'il y a une épaisseur d'une coudée. Alors, 10, déjà, sur 10, j'ai déjà une amas qui est déjà mangée. Une amas qui est déjà occupée. Donc la tenture, elle recouvre une coudée d'épaisseur. Après, combien il reste de tenture qui pend? 9. Donc ça recouvre pas la totalité de la hauteur de la poutre, que 9 sur 10. Qu'est-ce qui me reste découvert? Une amas. C'est le socle de Adanim. Donc celui qui regarde par l'arrière, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le socle des Adanim. Les Rabbi Nehemia, Migalia, Ama des Adanim. Alors la Gemara continue encore une analyse en citant le pasuk. Ve'asita yeriot izim la ohel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'asita yeriot izim le ohel. Tu vas en plus de la première couverture qui était en tissu, tu vas rajouter une deuxième couche de poils de chèvre, des tentures de poils de chèvre. Cette couverture-là, elle servait de tente. Les ohel à la Mishkan. C'est une deuxième couche de couverture du Mishkan. On avait dit avant que la longueur de chaque tenture, elle était de combien? 28 coudées. La largeur, 4 coudées. D'accord? Et après, quand on les a reliés, ça nous a donné 20 et 20. Maintenant, on va voir qu'on va avoir 5 et 6. On va avoir 5 tentures de 4 coudées de large, avec une longueur de 30 coudées de poils de chèvre, pas de 28, plus longue, 30 coudées au niveau de la longueur de chaque tenture, 4 coudées pareil comme en tissu, pareil pour le poil de chèvre, sauf que on va avoir 44 coudées en tout. Comment? Si on a 11 fois 4 coudées, ça nous fait 44. Alors on a 5 et 6 ensemble. Une mahbérette de 5 et une mahbérette de 6. Ça fait 44. Allez, lisons. Ve'asita yiriot le ohel, orech hayria had shoshim ba'ama. Shade orkaihu le putia de Mishkan,
Kamahavia, Tlatin, Dal Eser le Igra, Pacha Lehu, Eser le Haïgissa, et Eser le Haïgissa. Les Rabbi Yehuda Michassia, Amade Adanim, les Rabbi Nehemia, Migalia, Amade Adanim. La tenture de poils de chèvre, on va maintenant l'étendre sur la largeur du Mishkan. D'après Rabbi Yehuda, d'après lui, on avait dit que ça rétrécissait. Les poutres, elles étaient rétrécies en haut. Alors si tu prends une couverture qui fait 30 coudées et tu la mets sur la largeur du Mishkan, qu'est-ce que ça te donne? Tout est couvert. Pourquoi? À l'intérieur, au niveau du toit du Mishkan, à l'intérieur, qu'est-ce que tu as? Tu as déjà 10 amot, 10 coudées. Qu'est-ce qui te reste? Si tu retires de 30, tu retires 10, qu'est-ce qui te reste? 20. Tu mets 10 à droite, 10 à gauche, tout est couvert. Tu ne vois même pas les Adanim d'après Rabbi Yehuda. Mais d'après Rabbi Nehemia, qui dit que là-haut, c'était comme en bas, donc tu as 20 coudées, mais tu as déjà une coudée qui a déjà été occupée pour recouvrir le sommet des poutres, à droite et à gauche, au nord et au sud. Alors ça te fait qu'il te reste combien de tissus qui pend, combien de tentures de poils de chèvre qui pend à droite et à gauche? 9 et 9. Alors si c'est 9 et 9, qu'est-ce que tu vas voir d'après Rabbi Nehemia? Tu vois juste le socle du Mishkan. C'est-à-dire que les poils de chèvre ont recouvert la hama qui était en dessous, qui était au-dessus des socles en argent. Tanya Namehachi, il y a une braïta qui confirme Veha amamizé, Veha amamizé, Ba'odef, Be'orech, Yeriot ha'ohel, Yeh sarouach al tzid ha'mishkan, Mizé ou Mizé lechasoto, lechasot amma shel adanim, divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Nehemia Omer, lechasot amma shel krashim. C'est-à-dire que la Torah s'exprime en ces termes à propos de la couverture de chèvre. Elle dit Veha amamizé ba'odef, une ama en plus d'un côté, une ama en plus d'un côté qu'il y avait de trop, qu'il y avait comme surplus, était à droite et à gauche du Mishkan, les chassoto. C'est quoi les chassoto? Pour recouvrir quoi? Les chassot amma shel adanim, divrei Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, c'était pour recouvrir ce qui était découvert. Qu'est-ce qui était découvert avant? Après avoir recouvert avec les tentures en tissu, qu'est-ce qu'il y avait de découvert? Juste le socle. Eh bien, c'était ce qu'on allait couvrir avec le poil de chèvre. Et pour Rabbi Nehemia qui disait que pas seulement le socle était découvert, même une hama du bois. Alors, à quoi servait le poil de chèvre? À recouvrir cette hama de bois. Mais on voyait encore le socle. Shade putaihu les orke des Mishkan. Et maintenant, si tu vas parler de la largeur, c'était quoi la largeur? On a dit que la largeur, c'était chaque mahberet. Une mahberet qui fait, par exemple, 20 coudées. Une mahberet qui fait 24 coudées. Par rapport à la longueur qui était de 30 coudées, ça s'appelle largeur. Alors, tu prends ces deux largeurs, 20 et 24, tu les associes avec des crochets, des agrafes. Qu'est-ce que tu as? 44. Prends cela et mets-le sur la longueur du Mishkan. Shade putaihu leorke des Mishkan. Kamahavia, arba'in ve arba. Quelle était donc, après la longueur de la tenture? 44. Dal tlatin de igra. Retire sur ces 44 déjà 30 coudées du toit du Mishkan qui était recouvert. Pacha leu arba serré. Combien il reste? 14. Dal tarte les kafla. Retire 2 coudées qui étaient par terre. Qui pendaient devant, parce que le Mishkan, devant le Mishkan, du côté est, à l'entrée du Mishkan,
on avait 2 coudées qui étaient pendants du poil de chèvre. On aurait dit une kala qui a devant elle le voile qui recouvre son front. Eh bien, la même chose. Le front du Mishkan était recouvert avec une tenture de poil de chèvre. Combien étaient recouverts là-haut? 2 amot. Ça s'appelle kafla, un retour. Kefel, c'est un retour. Pachaleu, arba, daltlatin et igra. Pachaleu arba serré. Si tu retires déjà 30 coudées du toit à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? 30 coudées de bois. 44 moins 30 égale 14. Pachaleu arba serré. Dal tartel et kafla, de ces 14, retire 2 coudées de retour devant l'entrée, ça fait 14 moins 2 égale 12. Dirtiv et kafalta tairi'a shishit el mul peneha ohel. Comme il est dit que de la mahberet où il y avait 6 fois 4, 24, oui. Alors il y avait une tenture qui était de 6 petites tentures. Eh bien, de cette 6e tenture de Arba Amot, il y avait 2 Amot qui étaient retournés vers le front du Mishkan. Pachaleu, Tarte Saré. Combien il reste? 12. Bish la balé Rabbi Yehuda inu dirtiv, Hatsi Airi'a Odefet Israël ala Horei Mishkan. Alors, d'après Rabbi Yehuda, je comprends ce qui est écrit dans le Passouk, que comme on n'avait que une demi qui était devant, ça me fait combien? 42? Pardon. On avait en tout 44. Sur ces 44, on va y aller comme ça. 44, tu as 2 qui vont devant. 2 qui vont devant. Après, il me reste 42. Sur ces 42, je vais retirer 30. Pourquoi je vais retirer 30? Le toit du Mishkan, de la longueur du Mishkan. Alors, ça me fait combien? 42 moins 30. Il me reste combien? 12. Sur ces 12-là, je vais avoir, en effet, un retour. D'après Rabbi Yehuda, qui disait que la hauteur des poutres, en fait, ça va faire 10, puisque ça se rétrécissait. Donc, sur ces 12, je vais avoir une tenture qui va me recouvrir combien? 10 déjà, de la hauteur des poutres. Et ensuite, je vais avoir encore 2 qui va traîner derrière. Encore d'après Rabbi Yehuda, je comprends ce que voulait dire la Torah en disant que la deuxième moitié de la tenture, c'est-à-dire 2 coudées, vont traîner à l'arrière du Mishkan. Et là, les Rabbi Nehemia Bait Tisrah, que veut dire la Torah quand elle a dit Tisrah, ça veut dire elle dépassera. Qu'une demi-tenture va dépasser. C'est pas vrai? Combien on va avoir comme dépassement? Une coudée. C'est un quart de la tenture. Une coudée. Chaque tenture, c'était quoi sa largeur? 4 coudées. Donc on n'aura qu'une coudée qui va dépasser. Or, il faut qu'il y ait la moitié de la tenture qui dépasse. Comment Rabbi Nehemia, qui a dit que là-haut, c'était comme en bas. Donc on a une coudée en plus qui est déjà mangée, qui est déjà occupée. Alors combien il reste comme dépassement? Juste une coudée de poil de chèvre. Or la Torah a dit Hatsi Haïria, il faudrait y avoir 2 coudées. Car une demi-tenture, c'est la moitié de 4 coudées. Donc on devrait avoir un dépassement de 2 coudées. Or, c'est pas possible d'après toi. Question. Réponse, Tisrah mehavroteha. Qu'est-ce que ça veut dire? Tisrah, elle va dépasser. Ça veut dire que, non pas que la moitié de la tenture va être entièrement dehors, comme disait Rabbi Yehuda. La moitié de la tenture va dépasser les autres tentures, c'est-à-dire les tentures de tissu étaient déjà posées. Relativement aux tentures en tissu, eh bien les tentures de chèvre vont dépasser. Mais pas la totalité, car
C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je vais avoir 2 coudées par terre. D'après Rabbi Yehuda, en effet, j'ai 2 coudées par terre. Et ça tombe très juste. Selon le calcul, c'est exactement ce que dit la Torah. Hatzi ve'odef. Comment c'est marqué? Hatzi iri'a odefet tisra halachora mishkan. C'est magnifique. D'après Rabbi Yehuda, ça tombe tip-top dans les mots du pasouk. La moitié d'une tenture, c'est quoi? La largeur d'une tenture, c'est 4 coudées. La moitié, c'est 2 coudées. Donc la moitié qui traînera à l'arrière et la moitié devant. Donc j'ai exactement sur le front du Mishkan, j'ai 2 coudées. À l'arrière du Mishkan qui traîne par terre, j'ai 2 coudées. It's very good. Ça tombe juste. Mais d'après Rabbi Nechemia qui dit que l'épaisseur de chaque poutre, elle était en haut comme en bas, donc ça fait que je n'aurai pas 2 coudées en plus qui va traîner derrière. Je n'aurai qu'une coudée je n'aurai qu'une coudée qui va traîner derrière. Alors il dit, c'est vrai, tu as raison. Mais malgré tout, on comprend le pasouk. Que de la demi restante, il y aura une partie qui va traîner derrière. Et qui va dépasser les tentures précédentes. À savoir, les tentures qui étaient en dessous, celles du poil de chèvre qui étaient en tissu, seront dépassées et doublées par les tentures de poil de chèvre. Mais pas à un niveau de 2 coudées. Il n'y aura qu'une seule coudée qui va dépasser. Mais ça s'appelle tisrah, ça s'appelle dépasser. Tana deve Rabbi Ishmael, les ma'amishkan domé, les isha sheme'alechet bashuk, les shipulea me'alechet aharea. Rabbi Ishmael disait, à quoi ressemblait le Mishkan? À une femme qui marche avec une traîne dans sa robe, Shipuleha mehalechin aharea, comme une robe très longue qui a une traîne derrière. Alors en fait, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, comme une kala qui a le voile sur le front et la traîne derrière. Et ensuite, on nous dit comme ça. Tanu Rabbanan, Harutzim hayu akrashim, ve halulim hayu ha'adanim, venir'im krasim balulaot, kekochavim barakia. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez comment est-ce que les poutres étaient introduites dans les socles? En fait, on avait fait des entailles au niveau de la base des poutres. Et il y avait deux barres de bois qui ressortaient à la base, puisqu'on avait fait des encoches. Et donc, on a laissé juste que 2 morceaux de bois qui sortaient en relief et qui étaient emboîtés dans des socles en argent. Donc les socles en argent étaient le support des poutres du Mishkan. Voilà. Chaque poutre avait combien de socles? 2 socles en argent. Et qu'est-ce que ça nous donnait? Halulim hayu ha'adanim. C'est quoi halulim hayu ha'adanim? Les adanim, les socles, étaient avec des cavités, avec des halal. Ils étaient creusés. Et on allait emboîter, enchevêtrer les socles en argent dans les 2 reliefs, dans les 2 barres de bois qui ressortaient des poutres. De manière à ce que les socles en argent, une fois qu'ils étaient emboîtés, alors ils arrivaient exactement à combler le manque au niveau de la base. Ça veut dire que les barres de bois allaient s'enchevêtrer, s'emboîter dans les socles en argent, et les 2 socles en argent, qui étaient rectangulaires, quand ils étaient collés, ça formait un carré. Pardon, c'était rectangulaire. Mais c'était juste de quoi combler le manque de bois au niveau de la base. Puisqu'on avait fait des entailles, on avait coupé le bois pour laisser juste 2 barres de bois
eh bien, l'argent massif qui avait été fondu pour fabriquer des socles, eh bien, ces socles-là allaient combler exactement le manque en bois. Ce qu'on avait retiré comme bois, on l'a remis en argent. Donc ça fait que quand la poutre, elle était debout, elle était sur une base en argent, d'une hauteur d'une coudée, et la largeur, c'était que de l'argent, mais 2 morceaux, 2 blocs d'argent. Donc si c'est une coudée et demie en largeur, ça fait que chaque socle avait combien de largeur? La moitié de une coudée et demie. C'est-à-dire 3/4 d'une amas. Et si on se tenait de profil, combien c'était l'épaisseur? Une amas. Donc si je regarde chaque socle, combien il mesurait? Une amas de large et une amas de long et 3/4 d'une amas de large. Et donc 2 fois 3/4 d'une amas, ça me fait une coudée et demie. Voilà comment la Braïta nous dit venir imakrasi balula hot kekochave barakia. Celui qui se tenait dans le Mishkan et il levait ses yeux, eh bien, il voyait des étoiles en or. Car les krassim, les crochets en or qui permettaient de relier les tentures, les 2 marbarotes, ça brillait tellement au niveau du toit, comme quelqu'un qui, pendant la nuit, voit des étoiles briller dans le ciel. Eh bien, pareil, à l'intérieur du Mishkan, dès qu'on levait les yeux, on dit « Waouh, qu'est-ce que ça brille, qu'est-ce que c'est joli !» C'était en fait les crochets qui reliaient les 2 tentures.